C'est parti! Place à l'exploration. Numéro 10. Le mur de feu de la fin des temps. En 1998, deux équipes indépendantes d'astronomes ont fait une découverte qui a ébranlé les fondements de la cosmologie moderne. Elles cherchaient à mesurer le ralentissement de l'expansion de l'univers, convaincus que la gravité finissait par freiner tout ce que le Big Bang avait mis en mouvement. Ce qu'elles ont trouvé à la place a changé tout ce que nous pensions savoir sur le destin de l'univers. L'univers n'était pas en train de ralentir, il accélérait. Quelque chose d'inconnu poussait les galaxies à s'éloigner les unes des autres avec une force croissante, une force que les scientifiques ont appelée énergie sombre. La plupart des modèles cosmologiques supposaient que l'expansion se stabiliserait ou s'inverserait. Aucun ne prévoyait une accélération sans fin. En 2003, l'astrophysicien Robert Caldwell du Dartmouth College a formalisé un scénario terrifiant dans un article publié dans Physical Review Letters. Si l'énergie sombre obéit à un paramètre appelé énergie fantôme, dont la valeur dépasse un certain seuil critique, alors l'expansion ne se contentera pas de continuer. Elle s'emballera. La force répulsive grandira jusqu'à déchirer l'espace lui-même dans un événement que Caldwell a nommé le Big Rip, le grand déchirement. Les calculs sont d'une précision glaçante. Environ 200 millions d'années avant la fin, la Voie lactée se désintègre. 2 mois avant l'instant fatal, le système solaire explose. 30 minutes avant la fin, la Terre se disloque. Et dans les dernières fractions de seconde, les atomes eux-mêmes sont arrachés les uns aux autres. Le télescope spatial Euclide, lancé en juillet 2023 par l'Agence spatiale européenne, tente de mesurer avec suffisamment de précision le paramètre de l'énergie sombre pour déterminer si ce scénario est inévitable. Nous n'avons pas encore la réponse. Ce qui rend cette théorie particulièrement troublante, c'est l'incertitude qui la sous-tend. La valeur actuelle du paramètre Hubble se situe à la frontière exacte entre un univers éternel et un univers condamné. Une différence infime, impossible à mesurer avec nos instruments actuels, sépare ces deux destins. Et si l'univers se déchire, ce qui existe de l'autre côté de cette déchirure est une question à laquelle la physique ne peut pas répondre, parce que les lois elles-mêmes cesseront d'exister. Numéro 9. Le rebond éternel. Au tournant des années 2000, les physiciens Paul Steinhardt de l'Université de Princeton et Neil Turok de l'Université de Cambridge ont publié dans la revue Science une proposition radicale sur l'origine de notre univers. Le Big Bang, selon eux, n'était pas un commencement absolu. C'était une collision, le choc de deux membranes cosmiques tridimensionnelles flottant dans un espace à 5 dimensions, et ce choc se reproduit peut-être indéfiniment. Avant ce modèle, appelé modèle écpirotique, la physique traitait le Big Bang comme une singularité initiale, un moment sans avant, sans contexte, sans cause. Le temps lui-même commençait là. Cette position rendait la question de ce qui existait avant l'univers strictement dépourvu de sens. Steinhardt et Turok ont proposé une réponse différente. La question a un sens, et la réponse est un autre univers, mourant et froid, dont la collision avec le nôtre a tout déclenché. Roger Penrose, lauréat du prix Nobel de physique en 2020, défend une version distincte de cette idée, qu'il appelle cosmologie cyclique conforme. Dans ce cadre, notre Big Bang est l'héritier d'un univers précédent qui a atteint sa mort thermique. Penrose affirme avoir détecté, dans le fond diffus cosmologique, ce rayonnement résiduel qui remplit tout l'espace, des cercles concentriques qui seraient les cicatrices d'événements cataclysmiques survenus dans l'éon précédent. Ces cercles ont été signalés en 2010, contestés par 3 équipes indépendantes en 2011, puis défendus à nouveau par Penrose dans des publications ultérieures. Le débat n'est toujours pas résolu. Certaines équipes voient les cercles, d'autres ne voient que du bruit statistique. Ce qui est certain, c'est que si Penrose a raison, le ciel nocturne contient des messages d'un univers mort, gravés dans le rayonnement fossile qui nous entoure depuis la naissance du nôtre. Si les cercles de Penrose dans le fond diffus cosmologique ne sont pas du bruit,
Ce sont les cicatrices d'un univers qui a vécu entièrement avant le nôtre, et nous ne connaîtrons jamais son histoire. Numéro 8. L'inflation éternelle et les îles cosmiques. En 1983, le physicien Andrei Lind, alors à l'Institut Lebedev de Moscou et aujourd'hui à l'Université de Stanford, a publié dans Physics Letters B un modèle qui allait transformer notre compréhension de la structure du cosmos. L'univers que nous observons, selon ce modèle, n'est qu'une minuscule poche stabilisée dans un océan d'espace en expansion frénétique, un océan qui génère sans cesse de nouvelles poches, chacune différente, chacune isolée de toutes les autres pour l'éternité. L'idée d'une inflation cosmique avait été proposée en 1980 par Alan Guth du MIT pour expliquer pourquoi l'univers est si uniforme à grande échelle. Selon Guth, l'univers primitif a connu une expansion quasi instantanée d'une violence inimaginable. Lind a montré que cette inflation n'aurait pas de raison de s'arrêter partout en même temps. Certaines régions se stabilisent, comme la nôtre. D'autres continuent d'enfler, générant de nouvelles régions qui se stabilisent à leur tour dans un processus sans fin. Ce qui rend ce tableau véritablement déconcertant, c'est ce que cela implique pour les lois de la physique. Dans chaque poche, les constantes fondamentales, la vitesse de la lumière, la charge de l'électron, la constante gravitationnelle, pourraient prendre des valeurs différentes selon la façon dont le champ d'inflation s'est stabilisé. Certaines poches pourraient contenir des atomes impossibles. D'autres pourraient s'effondrer en une fraction de seconde. D'autres encore pourraient produire des formes de matière et d'énergie que nos équations ne peuvent même pas décrire. En 2011, Stephen Feeney et ses collaborateurs ont cherché dans les données du fond diffus cosmologique des empreintes de collision entre notre poche et une poche voisine. Ils ont identifié des candidats, mais aucune confirmation décisive n'a suivi. Le problème central de l'inflation éternelle est qu'elle génère des prédictions, mais que la plupart de ces implications sont par définition inaccessibles à l'observation directe. Il existe peut-être en ce moment des univers où les étoiles ne peuvent pas se former, des univers où la gravité repousse au lieu d'attirer, et des univers où aucune loi ne ressemble à ce que nous connaissons. Nous n'en saurons jamais rien, et c'est précisément là que réside le vertige. Numéro 7. Les bulles qui se touchent. En 2007, la cosmologiste Laura Mersini-Houghton de l'Université de Caroline du Nord a publié dans Physics Letters B une prédiction d'une précision inhabituellement concrète. Si notre univers est une bulle parmi d'autres dans un multiverse inflationnaire, la gravité des univers voisins devrait avoir laissé des traces spécifiques et mesurables dans le fond diffus cosmologique. Elle a indiqué exactement où chercher ces traces et ce que l'on devrait y trouver. Le fond diffus cosmologique est le rayonnement le plus ancien que nous puissions observer. Une carte de la chaleur résiduelle du Big Bang imprimée sur la totalité du ciel. En 2004, les données du satellite WMAP de la NASA ont révélé une anomalie que personne n'attendait. Une vaste région du ciel, aujourd'hui connue sous le nom de zone froide, dont la température est significativement plus basse que ce que le modèle standard de la cosmologie prédit. Cette zone s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. La zone froide correspond à l'une des anomalies que Mersini-Houghton avait prédites. En 2011, Matthew Kleban de l'Université de New York et Massimo Porati ont modélisé à quoi devrait ressembler la signature d'une collision entre deux bulles cosmiques dans le fond diffus cosmologique, des disques circulaires, froids, clairement délimités, exactement comme ce que certains chercheurs voient dans les données de Planck, le satellite de l'Agence spatiale européenne qui a cartographié le ciel entre 2009 et 2013. L'équipe de Planck elle-même ne confirme pas l'interprétation. Les anomalies existent dans les données, mais leur signification reste profondément disputée. Certains chercheurs y voient des artefacts statistiques inévitables dans tout ensemble de données suffisamment complexes. D'autres y voient quelque chose d'extraordinaire. La zone froide du fond diffus cosmologique est soit la plus grande coïncidence statistique de l'histoire de l'astronomie, soit la première empreinte directe d'un autre univers qui a effleuré le nôtre.
et nous ne savons toujours pas laquelle de ces deux réponses est la plus terrifiante. Numéro 6. Le mur du son cosmique. Il existe une frontière absolue que nous ne pouvons pas franchir, même avec une technologie parfaite, même avec un temps infini. L'horizon cosmologique, situé à environ 46,5 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Au-delà de cette limite, l'espace s'étend si rapidement que la lumière provenant de ces régions ne nous rejoindra jamais, même si ces régions existaient depuis la naissance de l'univers. Ce n'est pas une limite technologique, c'est une limite inscrite dans la géométrie de l'espace-temps. Pendant longtemps, cette frontière a été traitée comme un simple horizon observationnel, une ligne au-delà de laquelle nous ne pouvons pas voir, mais derrière laquelle l'univers continue, identique à ce que nous connaissons. En 2003, le physicien Max Tegmark du MIT a publié dans Scientific American une analyse qui rendait ce vide conceptuel intenable. Si l'univers est infini et si les configurations quantiques de la matière se répètent nécessairement dans un espace assez grand, alors des copies exactes de notre région observable existent au-delà de l'horizon, à une distance estimée à 10 puissance 10 puissance 122 mètres. Ce chiffre est incompréhensible. Le nombre d'atomes dans l'univers observable est d'environ 10 puissance 80. La distance à votre copie la plus proche dépasse cette quantité dans une mesure si extravagante que notre système de représentation numérique ne peut pas l'exprimer de façon intuitive. Quelque part au-delà de l'horizon, une version de vous lit ce même texte dans les mêmes circonstances, dans un univers dont les lois sont identiques aux nôtres. La perturbation de ce constat ne vient pas de sa fantaisie, elle vient de sa rigueur. Il ne s'agit pas d'une spéculation philosophique, c'est une conséquence mathématique directe de l'infini et de la physique quantique. Si l'espace était infini et si les états quantiques sont en nombre fini dans un volume fini, la répétition est inévitable. Elle n'est pas possible, elle est certaine. Si l'espace au-delà de notre horizon est infini et obéit aux mêmes lois, vous existez en ce moment en un nombre infini d'exemplaires, certains identiques, certains légèrement différents, et aucun de vous ne saura jamais rien des autres. Numéro 5. La théorie M et les dimensions cachées. En février 1995, lors de la conférence Strings 95 à l'Université de Californie du Sud, le physicien Edward Witten de l'Institute for Advanced Study de Princeton a pris la parole devant une salle de chercheurs en théorie des cordes et a présenté une idée qui a laissé l'assistance dans un silence stupéfait. Les 5 théories des cordes qui semblaient se contredire mutuellement depuis des années n'étaient pas 5 théories différentes. Elles étaient 5 projections d'une seule théorie unifiée, opérant dans 11 dimensions. La théorie M. La théorie des cordes avait proposé que les particules fondamentales ne soient pas des points, mais des filaments d'énergie vibrant dans des dimensions supplémentaires trop petites pour être directement observées. La théorie M a étendu ce cadre à 7 dimensions spatiales supplémentaires, compactifiées à l'échelle de Planck, soit environ 10 puissance moins 35 mètres, une distance si infime qu'aucun instrument concevable ne pourra jamais l'explorer directement. Notre univers à 3 dimensions serait une membrane flottant dans un espace à 11 dimensions, comme une feuille de papier flottant dans une pièce vaste et obscure. En 1999, Lisa Randall de l'Université de Harvard et Raman Sandrum ont proposé un modèle alternatif dans lequel une dimension supplémentaire serait grande mais courbée d'une façon particulière. Ce modèle offrait une explication élégante à l'une des énigmes les plus irritantes de la physique. Pourquoi la gravité est-elle si faible comparée aux 3 autres forces fondamentales? La réponse serait que la gravité se dilue dans les dimensions supplémentaires, se dispersant dans un espace que les autres forces ne peuvent pas atteindre. Le grand collisionneur de hadrons du CERN a cherché des signatures de dimensions supplémentaires en observant la production éventuelle de gravitons s'échappant vers ces dimensions dans des canaux de collision spécifiques. Jusqu'en 2023, aucune signature de ce type n'a été détectée. Cela ne réfute pas la théorie,
mais cela repousse les contraintes sur les paramètres possibles des dimensions supplémentaires. La raison pour laquelle la gravité est si faible comparée aux autres forces pourrait être simple et terrifiante à la fois. Elle se dilue dans des dimensions que nous ne percevrons jamais, et dans ces dimensions, d'autres réalités s'étendent peut-être à quelques millimètres de la nôtre, invisibles et permanentes. Numéro 4. Le paysage des 10. Puissance 5 cents univers. En 2003, le physicien Leonard Susskind de l'Université de Stanford a publié un article intitulé The Entropic Landscape of String Theory, qui a divisé la communauté scientifique avec une violence rare. La théorie des cordes, argumentée Susskind, ne prédit pas un univers unique avec des lois précises. Elle prédit un nombre de configurations possibles si astronomiques qu'il dépasse toute intuition humaine. 10 puissance 500 univers distincts, chacun avec ses propres constantes physiques, ses propres particules fondamentales, ses propres formes de matière et d'énergie. Pour saisir ce que représente ce nombre, il faut considérer que le nombre total d'atomes dans notre univers observable est d'environ 10 puissance 80. Le paysage de la théorie des cordes contient incomparablement plus d'univers possibles que notre univers ne contient d'atomes. Chacune de ces configurations, appelée vacuum stable, correspond à un creux différent dans le paysage mathématique de la théorie des cordes, un état d'équilibre dans lequel un univers peut persister avec ses propres règles fondamentales. Ce qui rend ce tableau philosophiquement dévastateur, c'est ce qu'il fait à la question de l'ajustement fin. Nos constantes physiques semblent réglées avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence des atomes, des étoiles, de la vie et des observateurs. Une variation infime de la constante cosmologique, de la masse du quark HIP ou de l'intensité de la force nucléaire forte rendrait notre univers stérile. Pendant des décennies, cette précision a semblé exiger une explication. Le paysage de Susskind en offre une brutale. Nous observons ces valeurs non pas parce qu'elles sont les seules possibles, mais parce que les 10 puissance 500 autres configurations ne contiennent personne pour les observer. David Gross, lauréat du prix Nobel de physique en 2004, et d'autres figures majeures de la physique théorique ont critiqué ce cadre avec véhémence, l'accusant d'abandonner le projet même de la physique en substituant une sélection statistique à une explication facile. Le débat reste ouvert et profondément inconfortable. Si nos lois physiques ne sont qu'une configuration parmi 10 puissance 500 possibilités, et si nous les observons uniquement parce que les autres ne permettent à personne d'exister, alors la question de savoir pourquoi l'univers est ce qu'il est n'a peut-être pas de réponse, seulement une statistique. Numéro 3. Le flot sombre et ce qui attire. En 2008, l'astrophysicien Alexander Kashlinsky et son équipe du centre de vol spatial Goddard de la NASA ont publié dans Astrophysical Journal Letters une découverte qui aurait dû être impossible. En analysant le mouvement de centaines d'amas de galaxies à l'aide des données du satellite Chandra, ils ont détecté quelque chose de profondément anormal. Ces amas, répartis sur des milliards d'années-lumière dans différentes directions du ciel, se déplaçaient tous cohéremment vers le même point, à des vitesses atteignant plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Kashlinsky a appelé ce phénomène le flot sombre. Ce qui rend cette découverte terrifiante, c'est ce qu'elle implique sur la source de cette attraction. Le modèle standard de la cosmologie stipule qu'à très grande échelle, l'univers est homogène et isotrope. Il n'y a pas de direction privilégiée, pas de centre, pas de tirant gravitationnel net vers un point particulier. Tout mouvement cohérent à l'échelle de milliards d'années-lumière violerait ce principe fondamental, sauf si la source se trouve au-delà de l'horizon cosmologique, dans une région de l'univers que nous ne pouvons pas observer, dont la gravité s'infiltrerait jusqu'à nous à travers le tissu de l'espace-temps. Dans des publications de 2010 et 2013, Kashlinsky et son équipe ont étendu la détection du flot sombre jusqu'à 2,5 milliards d'années-lumière, renforçant leur conviction que le phénomène est réel. En 2013, cependant,
l'équipe de la mission Planck de l'Agence spatiale européenne a publié une analyse utilisant une méthode différente et n'a trouvé aucune trace du flot sombre dans ces données. Kashlinsky a contesté leur approche méthodologique. Le débat se poursuit, intense et non résolu. Si le flot sombre est réel, sa source doit avoir la masse de dizaines de milliers de superamasses de galaxies, concentrées dans une région que nous ne verrons jamais, dont nous ne connaîtrons jamais la nature et dont l'influence s'exerce sur tout ce que nous pouvons observer depuis notre position dans l'univers. Nous sommes peut-être en train d'être attirés, depuis toujours, vers quelque chose d'inimaginablement massif situé au-delà de la limite absolue de notre connaissance, et cette attraction façonne silencieusement la trajectoire de milliards de galaxies sans que nous sachions seulement si la force en est réelle. Numéro 2. La simulation et ses frontières. En 2003, le philosophe Nick Bostrom de l'Université d'Oxford a publié dans Philosophical Quarterly un argument en 3 parties dont la logique serrée n'a jamais été réfutée, seulement acceptée ou refusée. Il a démontré qu'au moins une des 3 propositions suivantes doit être vraie. Soit presque toutes les civilisations technologiques s'éteignent avant d'atteindre la capacité de simuler des consciences, soit les civilisations avancées ne créent délibérément pas de telles simulations, soit nous vivons presque certainement dans une simulation informatique. Si les 2 premières propositions sont fausses, la 3e est inévitable, parce que le nombre de consciences simulées dans une civilisation mature dépasserait de façon astronomique le nombre de consciences biologiques réelles. L'univers que nous observons présente plusieurs caractéristiques qui rendent cette hypothèse inconfortablement plausible. La mécanique quantique suggère que la réalité ne se résout en état défini que lorsqu'elle est observée, comme si un programme n'effectuait les calculs que lorsqu'ils sont nécessaires. L'espace-temps semble avoir une structure granulaire à l'échelle de Planck, comme un écran de pixels, et nos lois physiques ressemblent à des règles d'un système, mathématiquement consistantes, élégamment compressibles, entièrement descriptibles par des équations. En 2012, les physiciens Silas Bean, Zohreh Davoudi et Martin Savage ont publié sur Archi une proposition pour tester l'hypothèse de simulation. Si l'univers est calculé sur une grille computationnelle, cette grille laisserait une signature spécifique dans la distribution des rayons cosmiques de très haute énergie. En 2017, Zohar Ringel et Dimitri Kovrigine de l'Université d'Oxford ont publié dans Science Advance une analyse suggérant qu'une simulation quantique parfaite de notre réalité nécessiterait plus de bits de calcul que l'univers n'en contient d'atomes, ce qui contraint considérablement les versions les plus naïves de l'hypothèse, sans l'éliminer. Aucune signature de grille n'a été confirmée dans les rayons cosmiques, mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, et si le simulateur est suffisamment habile, il n'aurait aucune raison de laisser des traces détectables dans ces données. Ce qui existe au-delà de notre univers, si nous vivons dans une simulation, n'est pas de l'espace, ni du temps, ni de la matière, mais un substrat de calcul dont nous ne connaissons pas la nature, géré par une entité dont nous ne pouvons pas concevoir la relation à notre réalité, et cette possibilité est la plus concrètement terrifiante de toutes celles que la physique a jamais envisagées. Numéro 1. Le rien absolu et pourquoi il est impossible. En 1982, le physicien Alexander Vilenkin de l'Université Tufts a publié dans Physics Letters B une proposition qui a déplacé la question la plus fondamentale de la cosmologie du domaine de la métaphysique vers celui de la physique calculable. L'univers, selon Vilenkin, aurait pu naître par effet tunnel quantique à partir d'un état de géométrie nulle, un état sans espace, sans temps, sans matière, sans énergie, ce que la physique appelle, avec une prudence terminologique révélatrice de sa gêne, le néant. Un an plus tard, en 1983, Stephen Hawking et James Hartle ont publié dans Physical Review leur proposition sans frontières, selon laquelle le temps lui-même devient une dimension spatiale aux origines de l'univers, rendant la question de ce qui précédait le Big Bang aussi dépourvue de sens que la question de ce qui se trouve au nord du pôle Nord,
Ces deux modèles partagent un problème fondamental que le physicien et philosophe David Albert de l'Université de Columbia a formulé avec une clarté cinglante en 2012 dans une critique du livre de Lawrence Krauss, A Universe from Nothing. Le néant quantique de Vilenkin et de Krauss n'est pas le vrai néant. Il contient des lois physiques, il contient de l'espace potentiel, il contient des champs quantiques et des probabilités de transition. Ce n'est pas le néant, c'est une arène vide avec des règles du jeu déjà inscrites sur ses murs. Le vrai néant, sans loi, sans espace, sans temps, sans possibilité, n'est peut-être pas une condition physique. C'est peut-être une impossibilité logique. C'est là que la théorie devient vertigineuse d'une façon que les mots peinent à contenir. En 2017, Vilenkin et John Garriga ont publié dans Physical Review de nouveaux calculs suggérant que la création ex nihilo est non seulement possible mais inévitable sur une durée suffisamment longue et que des univers se forment ainsi en permanence, surgissant du néant quantique comme des bulles dans un liquide en ébullition. Si le vrai néant est instable, si l'existence est la conséquence inévitable des lois de la physique quantique, et si ces lois elles-mêmes n'ont pas besoin d'une cause extérieure pour exister, alors la question de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien trouve une réponse aussi simple qu'intenable. Parce que le rien ne peut pas durer. Ce qui existe au-delà de notre univers pourrait être d'autres univers en perpétuelle formation, ou les dimensions supplémentaires de la théorie M, ou le code d'une simulation, ou simplement plus d'espace infini contenant des copies de tout ce qui a jamais existé ici. Mais sous toutes ces théories, sous chaque couche de cosmologie et de physique théorique, gît la même question sans fond. Pourquoi y a-t-il des lois plutôt que pas de lois? Pourquoi y a-t-il de l'espace pour les lois d'opérer? Pourquoi y a-t-il quelque chose pour être régi par quoi que ce soit? La réponse la plus terrifiante que la science ait jamais produite n'est pas que l'univers va mourir, ni que nous vivons dans une simulation, ni que nous ne sommes qu'une bulle parmi des milliards. La réponse la plus terrifiante est celle-ci. L'existence n'est pas un accident et n'est pas un miracle. Elle est une nécessité mathématique inscrite dans la nature du possible lui-même et nous sommes condamnés à exister sous une forme ou une autre pour toujours dans un cosmos qui ne pouvait tout simplement pas ne pas être.